À toutes et à tous, merci de nous retrouver ce soir avec Dr Henri. Donc, je suis ravie de voir que vous avez été nombreux à répondre à notre invitation et à vous réunir ce soir pour partager avec nous un moment d'échange et de réflexion autour d'une thématique qui est plus que d'actualité en ce moment, les maladies infectieuses. J'espère que vous êtes tous en bonne forme, hein, malgré la situation un petit peu exceptionnelle qu'on rencontre, et que vous aurez plein de questions à nous poser concernant les maladies infectieuses que le Dr Henri nous présente ce soir. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions éventuelles sur le chat en direct, et je les transmettrai à Dr Henri et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Dr Henri, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Aline, merci, bonsoir à tout le monde. Alors on va, dans cette période de confinement qui est un petit peu chaotique, hein, je me suis dit que ça serait bien de ne pas se focaliser sur la situation actuelle, mais d'essayer d'ouvrir un petit peu le débat sur les maladies infectieuses et sur les problèmes qui sont assez généraux aux maladies infectieuses. Voilà. Alors, c'est ce que je vous propose pour le webinaire de ce soir. Alors, il n'est pas très rapide, mon ordinateur, là. Voilà. Alors, par contre, voilà. Donc, on peut considérer d'un point de vue systémique que l'homme est prisonnier d'un équilibre précaire entre le macroparasitisme et le microparasitisme. Autrement dit, on est en sandwich entre les grands prédateurs, hein, qui étaient autrefois les lions à dents de sabre et les mammouths, et puis qui maintenant sont en fait ses congénères, hein, parce qu'on a éliminé à peu près tous les grands prédateurs, mais c'est nos congénères qui sont le macroparasitisme actuel, et puis le microparasitisme d'organismes pathogènes qui vont essayer de vivre à nos dépens. Et donc, ce sont des parasites, des champignons, des bactéries, des virus. Et évidemment, ils trouvent dans les tissus humains de quoi alimenter leurs propres processus vitaux. Donc, on est dans cette double problématique de passage de maintien de notre vie à travers cette double prédation. Alors, dans ce microparasitisme, dans les gens qui nous parasitent, eh bien, il y a des relations durables. C'est le cas des porteurs sains, par exemple, qui sont capables de contaminer quelqu'un d'autre sans que le patient soit malade lui-même, et d'autres, au contraire, peuvent tuer l'autre ou provoquer des réactions d'immunité dont ils seront victimes. Et là, c'est tout le problème de voir comment l'interface va se faire entre le prédateur et sa victime. Donc, une maladie infectieuse, c'est le résultat de l'agression d'un organisme vivant par un agent pathogène, essentiellement de 4 grands types, hein, les virus, les bactéries, les champignons ou les parasites. Les signes cliniques sont liés au déséquilibre entre la virulence de l'agent pathogène et les défenses immunitaires de l'autre. Alors, quels sont ces différents agents pathogènes? Les bactéries, c'est celles qu'on connaît le mieux, c'est celles qu'on peut voir assez facilement au microscope binoculaire. Hein. Ce sont des organismes unicellulaires dont vous connaissez généralement tous bien les noms, staphylocoque, streptocoque, colibacille, etc., et dont le pouvoir pathogène passe par le rôle des toxines sécrétées ou des enzymes qui vont perturber le fonctionnement de nos cellules. Les virus, alors les virus, c'est beaucoup plus subtil, ce sont des brins d'ADN ou d'ARN plus ou moins enrobés, qui n'ont pas de vie propre et qui doivent, pour se développer, trouver une cellule qu'elles vont parasiter. C'est le cas du VIH, de l'hépatite B, de la grippe, du SRAS, etc. Alors, son pouvoir pathogène se fait par effet cytopathogène,
c'est-à-dire que le virus va s'introduire dans la cellule d'abord, puis dans le noyau cellulaire, et puis va détourner la production de ce noyau à son bénéfice pour finalement aboutir à une destruction cellulaire plus ou moins rapide. Alors de plus, on sait qu'il y a certains de ces virus qui peuvent induire des cancers par perturbation de ce cycle cellulaire. Les champignons, alors le plus connu bien sûr c'est le Candida albicans, et il a un pouvoir pathogène par destruction cellulaire et réaction inflammatoire. Le Candida albicans en fait n'apparaît que dans des situations le plus souvent d'immunodépression. Les parasites, alors ils sont extrêmement nombreux, on pourra parler d'ailleurs de gradient parasitaire, hein. Le plus largement répandu et le plus dangereux, bien sûr, c'est le paludisme. Et puis on a vu apparaître ces 20 dernières années un autre agent pathogène qu'on appelle agent transmissible non conventionnel, c'est le prion. C'est un agent pathogène de nature protéique sans acide nucléique. Autrement dit, là on n'a même plus d'ADN ou d'ARN, c'est une chaîne de protéines, et c'est le cas par exemple de la maladie de la vache folle. Alors les prions, il y en a partout. Pourquoi ils deviennent pathogènes? On cherche, on n'a pas bien compris encore. Donc je ne développerai pas, comme j'en sais pas plus que les autres, je ne développerai pas le problème du prion. Alors comment ça se passe? Globalement, quel que soit l'agent pathogène, il y a une contamination d'un sujet hôte. Et puis, il y a une transmission qui se fait de sujet à sujet, par exemple par contact intime, par les muqueuses, c'est le cas du VIH, hein, ou dans le milieu ambiant, hein, par les postillons, par le toucher, ou par un vecteur, par exemple le moustique dans le cas du plasmodium du paludisme ou de la dengue. Chaque parasite a son moustique. Et puis évidemment, d'hôte en hôte, il y a une propagation rapide à la population et on appelle ça une épidémie. Alors évidemment, les agents pathogènes sont de taille extrêmement différente, hein. Les virus ne sont visibles qu'au microscope électronique. Les bactéries sont visibles au microscope optique. Et puis les parasites, il y en a des relativement grands, hein. Ce sont des eucaryotes et ce sont souvent des agents même pluricellulaires. Alors, les stratégies de lutte, bien évidemment, il y a des mesures prophylactiques, la vaccination, hein, bien connue. Alors, il y a quand même des tas de maladies où il n'y a pas de vaccination, comme par exemple le paludisme. Les protections, par exemple, dans le cas des affections sexuellement transmissibles, les préservatifs, l'hygiène, hein, évidemment, le lavage des mains, les masques, etc. Et puis la prévention, c'est-à-dire on ne va pas se mettre dans des situations où on risque d'être infecté. Par exemple, en milieu tropical, on va dormir sous une moustiquaire, on ne va pas aller se baigner dans les marigots, etc. Et puis bien sûr, les traitements curatifs qui vont pouvoir bloquer de différentes façons le cycle de l'agent pathogène. Alors là, voilà quelques types d'agents pathogènes. Alors il y a des agents pathogènes émergents, hein. Alors évidemment, on voit de plus en plus d'agents pathogènes émergents parce qu'on a détruit leur écosystème, hein. C'est le cas par exemple du virus Ebola, c'est le cas de la maladie de Marbourg, etc. Pourquoi? Parce que on est rentré dans leur écosystème et évidemment, on s'est mis on est devenu des hôtes acceptables à défaut des hôtes habituels. Mais le plus souvent, ces pathologies sont bien documentées, elles sont sous surveillance car susceptibles de muter ou de devenir résistantes. Et ça, c'est le cas par exemple de la grippe, hein. Il y a à travers le monde des agences qui surveillent les différents virus grippaux, qui les identifient, qui préviennent, etc. Et c'est le cas en particulier de ce Covid-19 qui est un SRAS et qu'on avait repéré dès novembre. Et malheureusement, les autorités ne se sont pas émues outre mesure et en particulier pas à temps.
Donc, les processus qui permettent ou non à un tel micro-organisme de proliférer dans le corps qui l'aura envahi sont extrêmement complexes. Alors, à tout niveau, moléculaire, cellulaire, tissulaire et même social, on constate l'existence d'équilibres sociaux comme individuels. Alors, évidemment, la propagation de l'épidémie va dépendre d'énormément de choses, bien sûr de l'organisation sociale, bien sûr également de l'état des individus. Alors, on l'a vu par exemple dans le cas de la grippe espagnole, hein, à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a eu 2 ou 3 vagues, mais en fait, ça a touché des adultes jeunes qui étaient stressés, sous-nutris, en mauvaises conditions physiques parce qu'ils étaient à la guerre. Et puis qu'il y avait une très grande promiscuité du fait de la guerre. Alors, toute perturbation forte suscite des modifications compensatoires dans l'ensemble du système concerné. Alors évidemment, ça, c'est intéressant, c'est ce que les homéopathes appellent les symptômes personnalisés. C'est-à-dire que face à un agent microbien, eh bien, il va y avoir des réactions très personnelles qui vont faire que l'affection sera aiguë ou chronique, ou qu'elle sera grave ou pas grave. Donc, évidemment, il va falloir en tenir compte, en particulier les homéopathes savent que pour une même maladie, on pourra être amené à donner des remèdes différents parce que les symptômes seront différents. Ce qui n'empêche pas l'existence de ces critiques dont le franchissement peut entraîner la destruction de l'organisation antérieure, tant sur le plan fonctionnel que structurel. C'est-à-dire qu'il y a des maladies infectieuses qui vont dépasser largement le simple parasitisme et qui vont aboutir à des destructions d'organes et même à la mort de l'individu porteur. La prolifération d'une espèce pathogène est en fait une réaction normale à toute altération brutale et durable de la trame des équilibres naturels. Alors évidemment, c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de maladies émergentes, c'est qu'on a, de fait de la multiplication des humains sur le globe et puis de la destruction des sites naturels, on a complètement bouleversé les équilibres naturels. Et évidemment, il y a des bactéries, il y a des virus émergents, c'est logique. Alors, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Les guerres, en particulier, de par les déplacements de population, de par les déplacements des équilibres naturels, se sont toujours confondus à des processus épidémiologiques. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques exemples intéressants. C'est le cas, par exemple, d'Alexandre le Grand, qui s'est arrêté aux portes de l'Inde parce que toute son armée avait la malaria. C'est le cas, par exemple, de Napoléon, qui a raté son invasion de la Russie parce que la grande armée a attrapé le typhus. C'est le cas de la guerre des Américains au Vietnam, à cause du paludisme. Le paludisme des plaines n'était pas le même du paludisme de la montagne et ils sont tous rentrés malades. Évidemment, quelqu'un qui a 42 fièvres, au niveau de son agressivité, c'est nettement diminué. Et puis plus récemment, on a eu un gag tout à fait intéressant, ça a été l'invasion par l'Argentine des îles Malouines qui étaient tenues par les Anglais. Alors ce que les Argentins n'avaient pas réalisé, c'est qu'aux îles Malouines, il y avait un virus qui s'appelle le typhus des broussailles. Et quand l'armée argentine a débarqué, évidemment, ils avaient quelques chars, ils ont fait circuler les chars dans les rues de Port Stanley, et évidemment, ils ont crevé les canalisations. Donc, très vite, tout le monde a été infecté au typhus des broussailles. Et donc, les 6 mois qui sont restés là, l'armée argentine n'occupait pas tellement les sites de défense, ils occupaient surtout les latrines. Et donc, évidemment, les Anglais, dans ces conditions, n'ont pas eu beaucoup de mal à récupérer leurs îles. Alors, quand est-ce que ça s'arrête? Alors, évidemment, il y a 2 phénomènes qui concourent. C'est que ça s'arrête quand les populations humaines se sont renouvelées. Et elles se sont renouvelées, c'est-à-dire qu'il y a eu sélection des sujets résistants.
d'un côté, et puis de l'autre, vous avez une atténuation, c'est-à-dire qu'en fait, l'agent pathogène qui ne tue pas son hôte, et donc qui est moins fort, et ben, va se propager plus vite. Et donc, évidemment, il va y avoir atténuation de l'agent pathogène et sélection des sujets résistants. Il faut quand même 5 à 7 générations. Alors, évidemment, quand il s'agit des lapins et de la myxomatose, ça va vite. Et quand il s'agit des humains, 5 ou 7 générations, c'est long. Alors, de plus, eh bien, évidemment, l'homme a chamboulé ces équilibres-là, et en particulier par le biais de la vaccination. Les méthodes d'immunisation artificielle ont entraîné dans tous les pays modernes des modifications profondes des processus de contagion. Donc là, il va y avoir ajustement des agents pathogènes à leur hôte, et cet ajustement continue d'évoluer très vite en réponse à la modification des conditions d'existence de l'homme. Alors, c'est le problème qu'on a, par exemple, aux résistances aux antibiotiques, et c'est le problème qu'on a à l'évolution par rapport aux vaccinations. Vous savez que, par exemple, il y a à peu près une vingtaine d'années, on a commencé à vacciner contre le pneumocoque. Alors, il y a à peu près 70 souches de pneumocoque. On a repéré les 3 plus virulentes, on a fait un vaccin contre ces 3-là, et puis au bout de 15 ans, on s'est rendu compte que les pneumonies qui arrivaient à l'hôpital, justement, c'était les autres souches qui émergeaient parce que on avait bloqué les trois souches du vaccin. Voilà. Donc, c'est aussi le cas pour les bactéries, des antibiothérapies systématiques, où on va, en fait, à chaque fois qu'on fait une antibiothérapie, on échange une pullulation bactérienne aiguë contre une mycose chronique. En fait, les antibiotiques sont des jus de champignons pour la plupart, et ils sélectionnent les souches les plus résistantes ou suppriment l'hôte bactérien qui est porteur de souches virales qui parasitent les bactéries, les fameuses bactériophages, qui se mettent alors à infecter directement les tissus des muqueuses digestives. Ce qui entraîne d'ailleurs des problèmes ORL et digestifs récidivants. Donc, dès qu'on met des antibiotiques, on a tendance, il faut bien avoir conscience que tous les antibiotiques sont immunodépresseurs, par effet direct ou par effet indirect, justement. Et l'utilisation systématique des antibiotiques va camoufler, va faire disparaître la phase aiguë et va l'échanger contre une pathologie chronique, d'abord par une perturbation durable de l'écosystème microbien, avec les bactériophages qui normalement, d'abord les souches n'ont plus le même équilibre, et puis les bactériophages ne peuvent pas faire leur travail correctement. Et donc évidemment, on va avoir des problèmes chroniques que les gens vont traîner et qui souvent peuvent réapparaître au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois. Alors, si l'on considère les rapports hôtes humains et micro-organismes les parasitants, on peut classer les maladies infectieuses en 3 grandes catégories. Alors, la première grande catégorie, c'est les grandes épidémies. Ensuite, vous avez les maladies infectieuses endémiques, qu'on appelle les maladies civilisées. Et puis les maladies infectieuses chroniques, les parasitoses. Alors, les grandes épidémies, c'est quand l'organisme pathogène provoque chez son hôte une crise dont l'un des deux sera la victime. Et donc, pour que l'épidémie se propage, il faut trouver rapidement un nouvel hôte pour assurer sa descendance. Alors, l'histoire est riche, mais assez confuse en ce qui concerne les épidémies qui sont appelées peste, terme biblique qui décrit l'épidémie de peste bubonique touchant les Philistins dans la Bible. Donc, quand on parle de peste, dans les vieux livres, il faut être extrêmement méfiant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé réellement. Les 3 grands empires historiques, méditerranéens, indiens et chinois, ont successivement subi puis échangé leurs miasmes au gré des échanges maritimes ou caravaniers. Alors, ces vagues successives, infectieueuses, éclairent bien les équilibres socio-économiques. Ainsi, s'explique le déclin de l'Empire romain et la montée du christianisme, conjointement à la chute de l'Empire des Han au XIIe siècle, à la poussée de l'islam au VIe, la disparition des nations Inca et Aztèques devant une poignée de conquistadors,
et même plus récemment l'échec de l'offensive allemande en 18 en pleine grippe espagnole. Il faut rappeler que la grippe espagnole, en l'espace de 2 ans, a fait quand même 20 millions de morts dans le monde. C'était quand même une sacrée pandémie. Alors c'était très intéressant d'ailleurs l'histoire des Incas et des Aztèques quand les conquistadors sont arrivés. Ils sont arrivés, ils étaient 300, ils avaient une demi-douzaine de chevaux et puis quelques bombardes. Et puis en face, il y avait 20 000 hommes qui étaient des guerriers professionnels. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit fortin et puis ils ont dit on parlemente. Hein. Et puis ils leur ont donné des couvertures qui étaient chargées de variole et de tuberculose. Et en l'espace de quelques semaines, l'armée de Montezuma a été décimée. Et alors quand même, les Incas se sont vengés parce qu'ils leur ont refilé la syphilis. Mais c'est des échanges, c'est déjà de la globalisation. Donc on le disait, heureusement, chacune de ces épidémies meurtrières va en s'atténuant. Il y a un amoindrissement de l'amplitude infectieuse par adaptation des survivants. Alors, parmi ces grandes pathologies, hein, vous avez les maladies qui sont transmises par les rats et les puces, la peste bubonique, qui donnait quand même 60% de décès avant les antibiotiques, hein, et qui a été responsable de 3 grandes pandémies, au 6e, au 14e et au 19e siècle. D'ailleurs, c'est intéressant, au 14e siècle, ça a été à la base de la Renaissance, hein, c'est-à-dire que comme tous les professeurs disparaissaient, et leurs étudiants, ils ont arrêté de répéter ce qu'on leur racontait, puis ils ont été obligés d'inventer par eux-mêmes, donc ça a créé une nouvelle culture. Les maladies transmises par les eaux polluées, c'est le cas de la fièvre typhoïde et du choléra. Hein, vous savez que la fièvre typhoïde et le choléra, actuellement, il y a un épicentre, c'est la Mecque, hein, puisque tous les ans, il y a entre 2 et 6 millions de musulmans qui vont à la Mecque et puis qui amènent leur miasme et qui repartent avec de l'eau bénite. Et en général, ça suffit pour infecter beaucoup de gens. Et puis, vous avez les maladies transmises par les contacts cutanés, hein, le pian, qui sévit encore en Inde et en Océanie. Hein. Le pian, c'est très intéressant, ça donne des lésions tout à fait caractéristiques avec des fistules qui donnent, c'est ce qu'on appelle des lésions en type d'anus en pomme d'arrosoir. C'est tout à fait poétique. Et puis la lèpre, hein, qui est le bacille acido-alcoolo-résistant de Hansen. Et puis ces deux affections, le pian et la lèpre, se sont raréfiées. Elles ont été supplantées par leurs cousines, qui a changé le contact cutané par un contact des muqueuses génitales ou respiratoires. Génitale, c'est la syphilis, et respiratoire, c'est la tuberculose. Voilà. Qui s'avérait plus sûr, et il faut bien avoir conscience que la tuberculose actuellement, c'est encore 3,5 millions d'individus par an. Donc c'est quand même énorme, en sachant qu'il y a de plus en plus de tuberculose multirésistante. Alors la pandémie du sida, ça a été la grande histoire de ces 40 dernières années, hein, ça a commencé en 85. C'est une infection lente à virus ARN dont on peut penser qu'elle fera périr sans traitement des patients séropositifs après contamination à peu près 70 mois. Et s'il n'est pas trouvé prochainement de solution médicale durable et peu coûteuse, on peut estimer que 5% des adultes jeunes dans les pays développés et sans doute jusqu'à 30% des populations africaines vont mourir. Donc il faut quand même... c'est un problème qui est loin d'être réglé. Il est à noter l'attitude permanente des autorités locales des pays africains qui s'efforcent de dissimuler l'existence d'une maladie redoutée dans des territoires relevant de sa compétence. Ainsi, il y a eu, dans les années 2000, 2 études récentes effectuées par l'OMS sur les structures quantifiables des pays africains. En particulier, ils se sont rendus compte qu'il y avait un quart des lits d'hôpitaux qui étaient occupés par un patient sidéen et que les forces armées étaient majoritairement séropositives, jusqu'à 100% de l'effectif aux Zaïre. Ce qui est quand même assez incroyable.
Alors voilà un petit récapitulatif de l'épidémie du sida. En 2017, c'est un tableau qui date de 2017, on est à 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH, dont une majorité, heureusement, sous traitement antirétroviral, mais il y a quand même presque 10 millions de gens qui ne connaissent pas leur séropositivité. Et depuis le début de l'épidémie, il y a quand même à peu près 80% des gens qui ont été, 80 millions de gens qui ont été infectés et 35 millions de gens qui en sont morts. Et on voit sur la carte que globalement, c'est quand même l'Afrique qui a été la plus touchée, malheureusement. Alors, les maladies infectieuses épidémiques ou civilisées, celles-là, vous les connaissez. Ce sont des affections qui se heurtent à la réaction immunitaire de l'autre, au fil des temps, qui s'est développée, et qui ne peuvent compter pour se pérenniser que sur la loi des grands nombres. Car la transmission contagieuse est directe. Elles sont familières de l'humanité contemporaine et n'ont pu apparaître antérieurement à 3000 avant Jésus-Christ, date de l'apparition d'un petit nombre de centres de peuplement d'une densité inhabituelle. On estime que l'agriculture, ça date à peu près de 10 000 ans, les premiers villages et le développement de l'agriculture. Et 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'apparition de l'écriture en Égypte, en Chine, en Égypte, en Mésopotamie. Et donc là, on avait déjà des centres de peuplement un peu importants. Et évidemment, quand vous réunissez des gens, vous avez échange de miasmes. Alors, la plus forte fréquence de ces affections épidémiques apparaît lors des périodes de la vie humaine où l'individu se regroupe. Des crèches, la période scolaire, les pèlerinages, le service militaire, etc. Et puis même maintenant dans les EHPAD. Et on observe d'ailleurs des poussées de tous les 2 à 5 ans. C'est le cas par exemple de la grippe épidémique, où à chaque fois que se renouvelle le réservoir de sujets indemnes. On parle de sujets dits naïfs dans les études scientifiques, c'est-à-dire naïfs vis-à-vis de l'agent pathogène. On ne le connaît pas, donc on va présenter la maladie de façon extrêmement nette. Alors, les maladies infectieuses endémiques ou civilisées, ce sont les maladies infantiles courantes, la rougeole, les oreillons, la varicelle, la scarlatine. La plupart, selon toute vraisemblance, se sont transmises à partir des troupeaux domestiqués par l'homme. Par exemple, la maladie de Carré a donné la rougeole chez l'homme, la vaccine de la vache a donné la variole chez l'homme, la myxomatose du lapin a donné la poliomyélite, et la grippe, par exemple, on la partage avec le canard et le porc. Ou encore par contamination des cycles pathologiques existants chez les animaux sauvages. Par exemple, la fièvre jaune, elle est commune à l'homme et au singe. La rage, elle est maintenue par les chauves-souris, etc. Et certaines sont des infections latentes où le germe virulent se réfugie dans certains tissus. Donc là, il y a des germes qui ont la possibilité de se cacher en localisation endocellulaire et de réapparaître à l'occasion d'une baisse immunitaire, et parfois même 50 ans après. C'est le cas de la mononucléose infectieuse, de l'herpès, des infections à cytomégalovirus, des chlamydiés, des amibiases, etc. Alors, enfin, les maladies infectieuses chroniques, ce sont les parasitoses. Donc, les parasitoses ne visent pas immédiatement à tuer l'autre, mais à vivre à leurs dépens, et des fois même de façon extrêmement délétère, mais elles créent en fait une adaptation mutuelle qui, dans beaucoup de cas, permettent à chacun de survivre. Alors, elles sont redoutables pour l'homme en raison de la complexité de l'adaptation du parasite à 2 ou plusieurs hôtes. Donc, on va voir qu'il y a toujours des hôtes intermédiaires, qui fait que ce n'est pas évident du tout de l'éradiquer. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a l'abaissement de la température et du degré d'humidité va compliquer les conditions de passage d'un hôte à l'autre. On observe donc à travers le monde un gradient parasitaire qui fait des tropiques des zones à risque. Par exemple, le paludisme, la schistosomiase, la maladie du sommeil, le typhus exanthématique, etc. Elles sont relativement fréquentes dans les zones subtropicales
Et puis, elles sont beaucoup moins fréquentes plus vous vous rapprochez des pôles. Alors, ce gradient parasitaire, on le trouve aussi par rapport à l'altitude. Ça a été le cas, par exemple, d'une guerre qui a eu lieu entre la Bolivie et le Pérou au début du XIXe siècle. La Bolivie a été armée par l'Allemagne, donc très bien armée, très bien entraînée. Elle a envahi le Pérou. Simplement, le Pérou, les armées péruviennes ont été rapidement défaites. Simplement, ils sont descendus de la montagne pour envahir la plaine. Et dans la plaine, tout le monde a été malade, donc ils ont perdu la guerre. Autre fait, d'ailleurs, c'est qu'il y a une préférence des anophèles pour le sang des bovins. Et donc, en Europe, quand il y avait des aurochs et puis rapidement des bovins, eh bien, en fait, les troupeaux étant en nombre suffisant, le paludisme n'avait pas besoin de parasiter l'homme de façon systématique. Alors, évidemment, la médecine moderne a perturbé la contagion. D'abord, très vite, traditionnellement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à ne pas faire. Et donc, les coutumes et croyances traditionnelles ont réduit, par des mesures prophylactiques proposées, les risques de contagion. Par exemple, les Juifs et les Arabes qui évitent le porc. Pourquoi ? Parce qu'il était très infecté par la trichine au Moyen-Orient. Donc, les gens qui mangeaient du porc mouraient. Donc, très vite, il y a eu un interdit religieux en disant qu'il ne faut pas manger de porc. L'arsenal thérapeutique oriental et occidental possède déjà des remèdes antiseptiques et fébrifuges. Par exemple, la quinine en Europe dès le XVIe siècle. La quinine est l'écorce d'un arbre d'Amérique du Sud. Et les premières avancées décisives furent faites par Jenner à la fin du XVIIIe siècle, qui proposait l'inoculation de la vaccine comme protection efficace contre la variole. La vaccination était née. C'est pour ça que ça s'appelle la vaccination, parce que c'est la vaccine que l'on inoculait pour protéger de la variole. La variole qui est une maladie grave et qui était une maladie grave et extrêmement contagieuse. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait la variole, comme l'amour, n'épargne personne. À partir de 1880, donc, les équipes de Pasteur en France et de Koch en Allemagne isolèrent et étudièrent successivement les germes des différentes maladies infectieuses. La théorie humorale de Galien avait vécu, la théorie en particulier de la génération spontanée. On voyait les microbes, on comprenait ce qui se passait. Donc à partir de là, des mesures prophylactiques comme la pasteurisation du lait, le lavage des mains se sont généralisées et des vaccins spécifiques ont été progressivement mis au point. La diphtérie à la fin du 19e siècle, la typhoïde aussi, puis le BCG plus tard, qui n'est pas un vaccin extraordinaire, mais enfin, la fièvre jaune en 1937, la polio en 1954, etc. Alors, la première conséquence du recul des épidémies fut d'autoriser la croissance démographique à l'échelon des continents, ce qui pose actuellement un problème alimentaire et écologique majeur. Évidemment, les gens ne mourront plus jeunes et ne mourront plus du tout d'ailleurs, ont proliféré et évidemment, notre planète, elle n'est pas extensible. L'ingéniosité, le savoir et l'organisation modifient, mais ne peuvent supprimer la vulnérabilité de l'espèce humaine à l'invasion des différents germes et parasites. Ça, il faut toujours l'avoir à l'idée. Et donc, il faudra que l'OMS continue à exercer une surveillance si on veut éviter à nous-mêmes et à nos enfants de tomber sous les coups de différents agents infectieux. Les maladies contagieuses sont plus anciennes que l'humanité et resteront à coup sûr, comme par le passé, un des paramètres essentiels de l'histoire des hommes. Alors, je vous ai fait un petit topo sur comment une maladie infectieuse se développe. Parce qu'elle se développe progressivement, alors plus ou moins progressivement selon la maladie, mais il faut voir qu'elles obéissent toutes au même schéma, et c'est les Chinois qui ont bien décrit ça et qui le connaissent depuis longtemps. C'est eux qui ont donné la meilleure description des
de l'évolution d'une maladie infectieuse. C'est ce qu'on appelle les 4 stades de pénétration de l'organisme par Xi Wang, la chaleur nocive. Alors en fait, cet agent infectieux, il va traverser 4 niveaux de défense. Donc le processus Feng, c'est-à-dire antigénique, infectieux, va déclencher la fièvre, le feu, et celui-ci va traverser les 4 couches énergétiques qui sont de la surface à la profondeur, Wei Qi, l'énergie défensive, avec comme organe la peau et le côlon, Qi, l'énergie motrice, avec comme organe le poumon, le foie, la vésicule biliaire, etc. L'énergie Wong, nourricière, avec comme grand organe la rate pancréas, et puis Sui, le sang, avec des organes vitaux comme le cœur, le foie et les reins. Alors on va essayer de voir ça ensemble parce que c'est intéressant de faire un diagnostic, non pas seulement de maladie, mais d'atteinte des différentes couches. Alors, bien sûr, pour ça, on va se baser sur des faits cliniques. Par exemple, quelle est la quantité d'énergie disponible, le Qi? Est-ce que le patient est fatigué? Est-ce qu'il y a un problème de quantité du sang? Est-ce qu'il est anémié? Est-ce qu'il y a un problème de quantité d'eau? Un bois sec va s'enflammer. Donc, est-ce que les tissus sont secs et quel est le niveau de l'émotionnel? Il faut savoir que l'émotionnel va également perturber le foie, le bois sera trop sec, comme disent les Chinois. Alors la première couche, Wei Qi, vont atteindre l'épiderme et les muqueuses, la peau et les poils étant l'avers du poumon. Donc on va observer une fièvre sans frisson, des céphalées, des courbatures qui vont suivre les trajets des Tsinkan, ce qu'on appelle des méridiens tendinomusculaires, c'est-à-dire la superficie. Les grands symptômes, ça va être des maux de gorge, quelle qu'en soit la cause, car la porte du poumon est la gorge. Il va y avoir de la toux, des crachats, le nez bouché. Les bords de la langue et la pointe de la langue seront rouges. Et cette phase correspond en homéopathie au stade des remèdes fébrifuges. On a ainsi aconite, qui est l'atteinte de Wei Qi par le froid. Apis, quand il y a un œdème. Phéromphos, après l'accès, quand le patient a du mal à se rétablir. Et puis, si on a raté le patient à ce stade et si l'agent pathogène est puissant, on va voir plus ou moins rapidement l'atteinte de la couche du Qi, qui est plus grave, car à ce moment-là, l'énergie est atteinte et donc la fonction est compromise. Et là, on va voir apparaître des frissons. Quand il y a des frissons, le Wei Qi est vaincu. En général, cette phase succède à une première couche. Donc là, on va observer une fièvre avec sueur, de la soif, une agitation anxieuse, et ça pourra aller jusqu'au délire dans l'accès fébrile. La langue est rouge avec un enduit jaune, et si cet enduit est sec, c'est que la chaleur a consommé les liquides. Le tableau va varier selon l'organe atteint. Poumon, il y aura une expectoration jaune et épaisse, avec oppression thoracique. Côlon, estomac, des douleurs abdominales, une diarrhée, c'est la fameuse grippe intestinale. Au niveau de la vessie, les mictions seront difficiles, brûlantes, rougeâtres. Cette phase correspond en homéopathie à des remèdes présuppuratifs, belladone, bryonia, cantharis, éparsulfure, etc. Alors, s'il y a une atteinte de la troisième couche, la nutrition et les liquides sont concernés. Donc, on va voir des signes d'aggravation du stade précédent. Une forte fièvre, surtout le soir, avec délire et agitation. L'apparition d'éruptions, la langue est toujours rouge et le pouls est rapide. Et évidemment, cette phase correspond en homéopathie à des remèdes mercuriels. Mercurius solubilis, cinnabaris, le sulfure de mercure, méséréum, le bois gentil, grand remède des sinusites. En subaigu, c'est parfois iodome qu'il faut donner quand la maladie évolue doucement et que l'amaigrissement et l'engorgement ganglionnaire sont au premier plan. En phytothérapie, il y a plein de plantes qui vont aider le patient et Echinacea est bien connu, Glecomaederacea et il y en a des tas d'autres. Quatrième couche, le sang et les liquides organiques. Le danger est important.
parce qu'évidemment, il concerne des organes tels que le cœur, le foie, les reins. Le sang est de nature yin, c'est-à-dire structure, c'est un liquide organique, élément de la nutrition et de la défense. Et dans ce cas, le psychisme est toujours concerné car le sang véhicule l'esprit, la vie du malade est en jeu. Alors, quand est-ce qu'on observe ces chaleurs au sang? Alors, essentiellement, on l'observe quand, dans deux cas, suite de pénétration des autres couches, par traitement peu adapté ou mal conduit, c'est le cas des hépatites virales, du HIV, du Covid-19, progressive aggravation, et puis le patient est de moins en moins bien, ou par attaque directe, et ça c'est ce qu'on appelle les chaleurs au sang dans les empoisonnements, les chocs sériques, les accès palustres, vous savez qu'il y a des accès palustres, en particulier Plasmodium falciparum, qui peuvent vous tuer en quelques jours. Ça a été le cas en particulier du coureur cycliste Fausto Coppi. Il est mort avant qu'on fasse le diagnostic, le pauvre. Et puis, vous avez comme signe une fièvre avec agitation et confusion mentale, des raideurs musculaires qui sont liées au foie, une dyspnée, des hémorragies, un état de dessèchement de la bouche, de la gorge et des lèvres, une langue écarlate, sèche, racornie, et puis dans les phases ultimes, noirâtres, ce qui est de très mauvais pronostics. Alors là, évidemment, en homéopathie, on a quand même des remèdes. En particulier, c'est les acides qui nous donnent cet aspect-là, des aspects de feu sur des sécheresses. Et puis, vous avez les venins, l'achésis, vipéra, etc., qui sont des remèdes de chaleur au sang. Et bien sûr, on pourra faire des points d'acupuncture, en particulier des points d'acupuncture des stagnations, des chaleurs, etc. Alors, dans ces cas-là, il faudra toujours utiliser un antioxydant. C'est l'intérêt, par exemple, de la vitamine C. Et puis, de certaines formules qui marchent assez bien, en injectable, par exemple, le coenzyme composé, le biquinone compositum du laboratoire Hell. Alors, dans le cas de la pandémie du Covid-19, outre le confinement et les mesures de précaution, durant la durée du pic épidémique, il y a la fameuse quarantaine. Donc là, il est clair que c'est peut-être pas pour rien que les anciens ont instauré la quarantaine, qui en fait correspond à 20 jours des quelques jours du porteur sain et puis des 15 jours de développement de la maladie, plus 20 jours de la contamination d'un sujet, d'une contamination secondaire. En fait, la quarantaine, c'est 2 fois 20 jours. Et si la maladie est éteinte au bout de 40 jours, on est tranquille, il n'y aura pas de contamination ultérieure. C'est pour ça que la logique me fait dire qu'on en a tous pour jusqu'à la fin avril. Alors, évidemment, il y a également des précautions à prendre. Première précaution, éviter les remèdes fébrifuges et anti-inflammatoires. Évidemment, c'est la première chose que font les gens qui ne supportent pas d'avoir la fièvre, donc ils se précipitent sur les anti-inflammatoires. Et évidemment, arrêtez immédiatement, tous les gens qui sont sous statine ou sous fibrate, arrêtez immédiatement les hypolipémiants, vous êtes sous chimiothérapie. Et donc évidemment, si vous attrapez le Covid-19, vous allez aller tout de suite très très mal. En cas d'infection, dès le début, mettez en place un traitement qui va tendre à diminuer la charge virale. Alors, actuellement, c'est intéressant, on voit des tas de propositions. Il y a notre ami, le professeur Raoult, qui propose le plaquenil. Ça me paraît tout à fait intéressant. Et puis, il y a Tadej Navrocki, qui revient sur le devant de la scène avec l'alstonine et la robazine. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, tous les deux sont des médicaments qui agissent sur le métabolisme du fer. Et c'est tous des médicaments qui agissent en particulier sur le paludisme. Parce que quand vous bloquez la transcriptase inverse et le métabolisme du fer, vous limitez la multiplication, vous limitez le dépelotonnement de l'ADN, et donc vous limitez la multiplication des virus. Voilà. Alors, certains d'entre vous ont écouté l'interview de notre ami Navrocki.
Il faut savoir que les produits qu'ils proposent sont fabriqués par le laboratoire B3 Labs, hein, qui est en Espagne et actuellement qui ne répond plus au téléphone tellement ils sont débordés. Voilà, donc ne comptez pas trop là-dessus, malheureusement. Alors, dans l'éventualité d'une contamination, comment optimiser son système immunitaire? Alors, la production rapide d'un vaccin spécifique nous paraît plus qu'hypothétique. Alors, vous verrez, j'ai fait sur le site un petit topo en expliquant même qu'il faut faire très très attention avec ces vaccins parce qu'il y a un certain nombre de cas où au contraire la vaccination va donner, si le sujet s'infecte, des formes extrêmement graves. Et on l'a vu en particulier avec le récent vaccin contre la dengue. Tous les gens qui ont été vaccinés contre la dengue, quand ils attrapent la dengue, il y en a un certain nombre qui font des formes mortelles extrêmement vite. Donc la vaccination n'est pas toujours la bonne solution. Et puis de toute façon, avant que le vaccin soit testé et disponible, il va falloir compter au moins 6 à 9 mois. Donc pour les semaines qui viennent, n'y comptez pas trop. Alors évidemment, on trouve aussi sur le net énormément de conseils naturopathiques. Alors on vous propose de prendre de la vitamine C, de la vitamine D3, de la vitamine K2, du Q10, du curcuma, de l'échinacea, etc. Ce n'est pas des mauvais conseils, mais évidemment, ce n'est pas toujours adapté à chacun. Alors, notre philosophie, évidemment, c'est d'abord d'essayer de comprendre quel est le défaut de la cuirasse. Normalement, vos défenses immunitaires doivent vous permettre, si elles sont en bon état, de traverser l'épidémie sans trop de soucis. Vous allez faire quelques jours de fièvre, vous allez tousser un peu, et puis vous allez prendre le dessus. Donc, ce qui nous paraît intéressant, c'est de regarder votre dernier BNS, si vous n'en avez pas encore fait un, d'en faire un rapidement, en vous disant que vous pouvez très bien attraper le Covid dans 3 mois. Donc, ne croyez pas que quand on va lever le confinement, ça va changer beaucoup les choses. Donc, ceux qui ont déjà fait un BNS l'année passée, ressortez-le et puis reprenez la plante, une des plantes qui vous a été conseillée et qui correspond à vos symptômes actuellement. Et puis, pour les autres, faites un BNS rapidement pour pouvoir corriger le défaut de la cuirasse et donc optimiser vos dépenses immunitaires de façon spécifique. J'ai toujours été pour des traitements spécifiques. Alors, que faire quand l'infection se déclare? Évidemment, vous avez une fatigue intense, de la fièvre, des myalgies, une anosmie et une toux sèche. Alors, c'est ces 2 derniers symptômes qui paraissent actuellement les plus typiques du Covid-19, en sachant qu'il y a des formes un peu bizarres. Il y a des formes avec chute de tension, il y a des formes avec diarrhée. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est vous précipiter à l'hôpital qui est débordé, et en plus, non seulement il est débordé, mais alors là, ils sont polyinfectés. Donc, vous vous présentez à l'hôpital que si vous êtes quelqu'un qui avait des chances de mal passer l'histoire. Donc, si vous êtes sous chimiothérapie, si vous avez déjà des polypathologies, vous êtes diabétique, insuffisant rénal, etc. Donc là, il va falloir vraiment surveiller vos constantes et là, évidemment, vous ne pourrez pas le faire chez vous. Alors, les remèdes homéopathiques vont atténuer les symptômes et mobiliser vos défenses. Alors, pour ça, il y a un certain nombre de remèdes unitaires que j'ai développés sur mon blog, sur le site, vous allez le voir tout à l'heure, où il y a des complexes aussi, en particulier, moi j'aime bien le Reykjavik R6, qui est assez efficace, et dont j'ai un flacon à domicile que je ne prendrai que si j'ai les symptômes, évidemment. Alors, on voit aussi beaucoup de propositions d'utilisation des huiles essentielles. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles, c'est un peu la bombe atomique. C'est très intéressant aussi. Il y en a une bonne demi-douzaine qui sont assez efficaces dans ce type de problème, en sachant qu'il ne faut pas céder à la tentation et aux injonctions de quelques-uns de les mélanger entre elles, et puis surtout de ne pas les mélanger avec l'homéopathie. Ou vous faites une stratégie homéopathique, c'est-à-dire vous traitez ça avec le triangle, ou vous utilisez une essence, à ce moment-là, c'est la grosse caisse. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. L'essence va complètement masquer le traitement homéopathique. Alors, c'est un rappel que beaucoup
connaissent, mais il y en a quelques-uns qui ont tendance un petit peu à l'oublier si j'envoie les ordonnances qui passent sous mes yeux. Voilà. Alors, j'ai une petite page qui s'appelle médecineintégrée.com/coronavirus. Donc là, vous verrez, j'essaie de la mettre à jour à peu près tous les 2 jours, toutes les 48 heures. Je vous mets les actualités et puis les nouveautés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur le net, des fausses interviews. Enfin, il y a beaucoup de choses. Des fois, il y a des choses assez amusantes, hein, puis des fois, il y a des choses complètement farfelues. Donc, méfiez-vous beaucoup. J'essaie de décrypter ça et puis de vous donner des bons conseils. Voilà. Sinon, bien sûr, vous pouvez réécouter cette petite présentation sur MyBiobox TV. Vous pouvez contacter MyBiobox pour faire un DNS. Hein, c'est ce que je vous conseille, et de faire à vos proches rapidement pour voir quels sont vos points faibles et les compenser, en sachant que l'épidémie ne va pas disparaître tout de suite, mais qu'il y aura des contaminations pendant encore au moins 3 mois. Donc, profitez-en, faites-le tout de suite. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voudrez, soit sur soit via Contact MyBiobox, soit à mon adresse personnelle. Et j'essaye de répondre le plus rapidement possible. En général, c'est assez rapide. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Docteur Henry, pour votre présentation. Il y a eu beaucoup de réactions avec des questions également. Donc, si vous avez encore un petit peu de temps, ce serait pas mal de pouvoir les aborder ensemble. Donc, en premier lieu, on nous demande si virus et bactéries peuvent entrer en concurrence chez un même hôte. Alors, on peut faire plusieurs maladies ensemble, hein, on peut être porteur de plusieurs maladies ensemble. L'expérience des Dodman et des homéopathes, c'est qu'on ne peut pas faire 2 maladies graves ensemble. Alors, c'est amusant parce que ça a été très très bien écrit, en particulier dans les années 30, par le professeur, comment il s'appelait là, de l'Institut prophylactique à Paris. Il avait des tuberculeux et des cancéreux, surtout dans son service. Il avait remarqué qu'à chaque fois que la tuberculose décompensait, eh bien, les tumeurs régressaient. Donc, en fait, en général, l'organisme choisit, on ne fait pas 2 maladies parallèlement. Alors, il est certain qu'une maladie préexistante va fragiliser extraordinairement l'organisme. Il faut voir aussi que la fièvre est un agent anti-infectieux absolument majeur. Hein. Par exemple, dans le cancer, on a fait des tas de traitements, en particulier thermiques, hein, pour faire fondre les tumeurs. Et ça ne marche pas trop mal. Bon, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais ça ne marche pas trop mal. Et il y a beaucoup de... il faut savoir aussi, il y a eu des tas d'expériences de fait, par exemple, on sait que monter d'1,5 degré la température, ça divise par 2 la vitesse de multiplication des germes. Voilà. Donc, on peut faire plusieurs maladies à la fois, mais 2 maladies infectieuses, bactéries et virus, oui, tout est possible. Mais vous savez qu'en médecine, tout est possible. Il faut s'étonner de rien. Merci Jean-Yves. Alors, on nous demande ce que vous pensez du lien éventuel entre les vaccinations contre la méningite et le Covid-19. Je pense que c'est très différent. D'abord, la méningite, il y a plusieurs types de méningite. Il y a les bactériennes et les virales. Et pour moi, c'est complètement différent. Alors, c'est d'autant plus différent que la méningite, les méningites, même virales, il y a une contagiosité qui est extrêmement relative. C'est-à-dire, il y a 2-3 sujets dans un coin et puis ça réapparaît à 30 km plus loin, on ne sait pas trop pourquoi. C'est très bizarre, hein, la contagiosité des méningites. Et les classiques n'ont pas bien compris. C'était la même chose avec la polio d'ailleurs. C'est lié au fait que la contamination ne se fait pas d'un individu à l'autre, mais plutôt par l'eau, par exemple, par les déjections et par l'eau. Voilà. Donc là, on a des contagiosités qu'on ne maîtrise pas bien. Merci.
Alors, on se demande s'il est encore temps de booster son système immunitaire et surtout s'il faut le faire ou pas, même avec des remèdes naturels. Je crois que j'ai répondu, c'est-à-dire booster son système immunitaire, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est exactement, c'est la technique qui consiste, vous avez une voiture qui est mal réglée et vous vous dites, si je l'alimente au nitrométhane, elle va aller plus vite. Alors oui, c'est sûr, mais vous risquez tout ce que vous risquez, c'est de fondre le culasse. Je trouve que c'est beaucoup plus astucieux de sortir votre tournevis et puis de faire un bon réglage. Et c'est là où le BNS intervient. Moi, je trouve que c'est quand même, on voit passer, moi je vois passer des BNS tous les jours. C'est des gens qui sont extrêmement en déplétion immunitaire, souvent très importante alors qu'ils ne s'en doutent pas. Il suffit de faire une correction spécifique et on multiplie par 20 leur capacité de défense. Donc, ce n'est pas la peine d'absorber tout un tas de compléments alimentaires divers et variés qui généralement sont assez chers et qui règlent rien. C'est un peu illusoire. Vous voyez, on est dans les croyances magiques là. Non, non, pour ça, le BNS va vraiment vous montrer quel est le niveau de vos fragilités, hein, si vous avez une défense complémentaire, si votre foie ne va pas bien, si au contraire vous avez une tendance auto-immune, tout ça. Ça va normaliser tout ça et ça va booster votre niveau de défense. Donc il faut beaucoup plus être spécifique que d'avoir la croyance que de prendre des remèdes qui sont connus classiquement comme améliorant les défenses. Bon, je pense par exemple à Echinacea. Hein. L'Echinacée, c'est une petite astéracée qui a la propriété de multiplier, d'augmenter de 40% le nombre des polynucléaires. Hein. Donc c'est une plante qui dynamise les défenses antimicrobiennes et en particulier anti-pyogènes, hein, donc surtout les bacilles gram positifs. Bon, il faut savoir qu'au bout du 5e jour, cette augmentation de 40%, elle retombe à zéro. Hein, donc, ce n'est pas parce que vous allez en prendre pendant 3 mois qu'il va se passer quelque chose. Hein. Vous avez un effet quand vous en avez besoin pendant 5 jours et après, c'est même plus la peine d'en prendre, ça ne marche plus. Ah, ça, c'est bon à savoir. Oui, parce qu'en médecine, enfin, en tout cas en naturopathie, on recommande souvent de faire des espèces de cures de plantes à l'automne, à l'hiver. Il y a des personnes qui prennent de l'échinacée au long cours, en fait. Oui, Donc, mais ça n'a c'est pas absolument d'intérêt. pas spécifique. C'est-à-dire, c'est exactement comme quand vous allez vous battre avec un bandeau sur les yeux. Hein. Alors, vous pouvez toujours donner des grands coups de sabre à droite et à gauche, mais si vous voyez pas ce qui se passe, ça sert à rien. C'est pour ça que le BNS est fondamental. Hein. Je me permets de le répéter. Hein. Il faut vraiment comprendre quel est le défaut de la cuirasse. Et c'est là qu'il faut travailler. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez à l'échec. D'accord. Alors, beaucoup d'autres questions qui arrivent au compte-gouttes. Alors, en plante, on utilise surtout des amers puissants et dans l'ensemble des écorces qui sont antiparasitaires, fébrifuges, Oui, mais aussi fluides sanguins. Est-ce qu'il y a un lien avec la chélation du fer? oui, oui. Bon, je ne suis pas un spécialiste du fer. Hein. Moi, j'ai été écouter les théories de Navrochi. Je pense qu'elles ne sont pas fausses. Hein. Je pense il a beaucoup travaillé à l'époque là-dessus. Je pense en effet que ces théories sont intéressantes. Je pense que ça marche. Enfin, j'ai vu un certain nombre de cas où ça marchait. Donc, je pense qu'il y a lieu il y aura lieu de creuser ça de façon beaucoup plus large, beaucoup plus sophistiqué, mais comme ça coûte rien, comme c'est des produits qui ne coûtent pas grand-chose à produire, ça n'intéresse personne, c'est toujours le même problème. Mm. C'est comme il y a eu un tollé des experts parisiens qui sont tous des experts des grands laboratoires quand le professeur Raoult a proposé la chloroquine qui ne coûte rien. Donc évidemment, ils étaient furieux. Et ils n'ont rien à proposer d'autre, ceci dit. Hein. C'est pas faux. Alors, une autre question, plutôt une remarque, suite à ce que vous veniez de dire concernant les remèdes en traitement de fond ou à court et moyen terme en préventif.
le seul moyen d'agir en prévention pour avoir une immunité à peu près correcte. Voilà, comment peut-on faire? Quel est le moyen alors de pouvoir y arriver en dehors du BNS peut-être? Est-ce qu'il y a peut-être une supplémentation en plantes en particulier qu'on puisse prendre en... Non, non, à mon avis, non. Non, non, moi je suis passionné par cet épisode du confinement. Là. Je trouve que ce confinement va faire d'abord que les gens se reposent un peu, qu'ils reprennent des rythmes veille-sommeil à peu près corrects, qu'ils s'autorisent à faire la sieste, qu'ils sourient et qu'ils parlent avec les gens qui sont autour d'eux. Je trouve ça formidable. Et puis pour moi déjà c'est la base de... Et puis qu'ils réfléchissent sur leur vie, le, sur un petit peu tout le monde. Si, c'est une expérimentation qui n'avait jamais été faite dans le monde moderne et je pense qu'il va en sortir tout un tas de bonnes choses. Alors ce qui est certain, c'est que fin avril, à la sortie au déconfinement, les avocats vont être pris d'assaut pour les demandes de divorce, ça c'est probable. Mais, Ah, ça, c'est un autre problème. mais ça c'est un autre problème. Et puis, bon, moi, je ne crois pas du tout je ne crois pas du tout au fait au traitement préventif, si vous voulez. Hein, que ça soit alors, bon, il y a eu une proposition qui a été faite donc, par les Indiens de prendre des doses d'arsenic 3 jours par mois, etc. Bon, je n'ai pas vraiment l'expérience de ce type de technique. On verra ce que ça donne, mais actuellement, je peux pas m'avancer là-dessus. Vous avez le détail sur le site MyBiobox coronavirus. Pas MyBiobox, médecineintégrée.com coronavirus. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut penser des supplémentations en vitamine D, par exemple, Ah, ou mais ça fait jamais de mal. les Hein. gelées Ça fait royales? jamais de mal, la vitamine C, la vitamine D, le Q10, tout ce que vous voulez, ça fait du bien. Mais vous mangez des bonnes carottes, des beaux navets et un petit peu de fruits frais, ça fait bien aussi. Absolument. Alors, du coup, on nous demande finalement si le système immunitaire bousculé par nos modes de vie, hein, un petit peu moderne avec les ondes, Oui. l'alimentation un peu délétère, la pollution, elle pourrait favoriser la propagation de ce virus, entre autres. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Quand les gens sont fatigués, énervés, on le voit bien en particulier dans les passages en maladie chronique grave, hein, les phases 4, 5 et 6 de Reykjavik, on voit bien que le système d'adaptation humorale a décroché. Les albumines s'effondrent, c'est parce que la surrénale ne fonctionne plus correctement, les ovaires ou les testicules ne fonctionnent plus correctement, l'hypophyse a décroché et au niveau thalamique, ça ne va plus très bien. Donc c'est vrai que je pense que le mieux pour doper son système immunitaire, c'est arrêter de se faire du souci. Et c'est profiter des moments de repos que le gouvernement vous offre gentiment pour mettre un peu d'ordre dans vos papiers, pour faire votre courrier en retard et puis pour sourire à vos proches. Ça, c'est un bon programme pour moi. Et puis pour manger des choses un petit peu bio, un peu saines, un peu sympa. Vous pouvez vous mettre à la cuisine, par exemple, c'est très sympa. Oui, c'est exactement tous les témoignages qu'on a de côté là. Donc, retour à une cuisine plus naturelle. On se déstresse tranquillement parce que c'est vrai que un système nerveux qui serait sursollicité par du stress et des angoisses et des états anxieux, et c'est vrai qu'en ce moment l'actualité est très anxiogène, bah, ça nous ferait nous effondrer nos défenses immunitaires. Voilà. Mais c'est le bon côté du confinement. C'est le Voilà. bon côté du confinement. Je pense qu'il aurait dû être pris largement avant. Et puis surtout, bon, on a vu ce que donnait l'impréparation crasse de nos ministres de la Santé successifs, hein, qui ont fait une gestion comptable de la santé en France qui est absolument catastrophique. Et j'espère qu'un jour, ils vont réfléchir là-dessus. Et puis j'espère je pense qu'il y aura une évaluation des approches naturelles aussi, parce que les gens qui au départ
ont un système immunitaire qui n'est pas trop mauvais, c'est-à-dire qu'ils ne fument pas trop, ils ne picolent pas trop et puis ils ne prennent pas trop de médicaments toxiques, ben en général, la maladie se passe bien. Alors, Jean-Yves, les questions se bousculent. Il y en a un petit peu partout. Alors, pour en revenir à l'épidémie de Covid-19, parce que ça déchaîne les passions, ne Oui, pensez pas que la Chine risque une seconde vague et par la suite que cette seconde vague se propage à nouveau au niveau mondial. oui, c'est vrai, c'est possible. Donc, ça va être difficile d'en sortir. On n'en sait rien. Alors il y a eu tout un tas de fausses interviews, des trucs complètement bidons, complètement farfelus, avec des chiffres avancés qui reposent absolument sur rien. On n'en sait rien. En fait, chaque virus a un génie propre. Il rencontre des sujets qui sont plus ou moins adaptés à lui, etc. On n'en sait rien. De même, on n'a pas une idée très claire du réservoir de virus. Donc, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il a muté, il a rencontré une population naïve, dite naïve, hein, c'est-à-dire qui allait pouvoir être infectée. Et puis, ça s'est très rapidement répandu. Alors, les points forts et faibles de ce qu'on sait, c'est que ça se répand très très vite. Hein. Il a l'air d'être extrêmement contaminant, plus que la grippe. Hein, donc, il faut faire attention. Donc, les masques, les gants, on se lave, on essaie de décontaminer un maximum. Et puis, par contre, il y a beaucoup de gens qui font des formes asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Hein. Alors, moi, j'ai des gens qui me téléphonent, qui toussent, qui ont la gorge sèche, qui ont perdu l'odorat, qui ont un peu de myalgie. Ils ont 38,5 et puis au bout de 3 jours, c'est fini, quoi. Alors, l'autre problème qu'on n'a pas évoqué, c'est combien de temps ils sont contagieux, ces gens-là. On n'en sait rien. Alors, il y en a qui ont dit 10 jours, il y en a qui ont dit beaucoup plus, on n'en sait rien. Donc, a priori, ces gens-là, il faut qu'ils s'auto-isolent pendant 3 semaines. Ça me paraît raisonnable, même si c'est dur psychologiquement. Donc heureusement, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, etc. Puis il y a même des webinaires sympas. Ça oui, plein de webinaires sympas, surtout sur la chaîne MyBiobox TV. Alors, l'intérêt du zinc en complément en tant Oui, alors le zinc, on connaît bien le zinc avec les BNS. Hein. qu'antiviral, vous en pensez quoi? Alors le zinc, avec les BNS, on connaît bien le métabolisme du zinc. Le zinc est un très bon agent anti-allergique. Il a la propriété de remonter les gammas quand ils sont trop bas. Mais quand ils sont élevés, ça ne sert rigoureusement à rien. Ensuite, on a une autre question. Alors, on a aussi entendu qu'il fallait prendre du Doliprane. Mais Oui. si on est détendu et qu'on se repose pendant le confinement, ça peut aider le système immunitaire. C'est vrai. Alors, non, le Doliprane est un médicament néphrotoxique qui fait baisser la fièvre même quand il n'y en a pas. Donc, c'est extrêmement toxique. Ne prenez jamais de Doliprane et n'en donnez jamais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait recommander à quelqu'un qui aurait été diagnostiqué positif au Covid-19, Oui. présenté de symptômes aggravants? Donc, il est chez lui, il se repose, il mange léger. Voilà, il se découvre, il fait un petit bain tiède, il se met des compresses fraîches sur le dos et puis il prend les remèdes homéopathiques correspondants. Ça marche bien. Hein. Et vous recommanderiez quel type Alors, il y a des tas. de... J'ai mis sur mon petit blog là, sur le coronavirus, j'ai mis les 3 grands remèdes de l'épidémie, hein, c'est intéressant, et que vous trouvez soit en unitaire, soit en complexe. Alors, il y a Québec qui est bien pour les pays qui peuvent en avoir facilement. En France, on en avait à la pharmacie de Castellane, ils ont été bien sûr complètement dévalisés. Enfin, vous pouvez les trouver dans d'autres complexes, d'autres laboratoires, et puis même en unitaire, ça marche bien aussi. Hein. Mais ceci dit, ce n'est pas la peine de vous traiter avant d'avoir quoi que ce soit. Hein. Avant d'avoir quoi que ce soit, vous vous détendez, vous mangez correctement, vous vous reposez, vous reprenez votre BNS,
Vous voyez, ça commence. Euh, Vous prenez votre BNS, vous prenez votre petite plante, vos petits sels, tout va bien. Et est-ce qu'on a une idée des huiles essentielles antivirales qui pourraient Oui, alors je les ai Covid-19? mis, je les ai mis aussi sur le blog. Je les ai mis sur le blog, il y en a une demi-douzaine. Celle qui a été très promotionnée, c'est le Laurier Noble. Alors, on n'en trouve déjà plus dans les magasins bio. Ça y est, ils ont été dévalisés. Hein. Bon, moi, j'ai tendance à penser que ça ne sert à rien de stocker des médicaments dont on n'aura peut-être pas l'usage. Donc, il faut vraiment se détendre et se dire que quand ça va arriver, ben, on fera ce qu'il faudra. Et il y a des chances que ça n'arrive pas, ou que si ça arrive, ça sera dans 3-4 mois. Alors, une autre question. Un médecin aurait expliqué que l'oxygène n'arrive plus à passer dans le sang au niveau des Oui, alvéoles pulmonaires et que oui, la personne n'arrive donc plus à respirer. Est-ce oui. qu'on connaît le remède qui correspond à ce symptôme en particulier? Alors oui, bien sûr, oui, oui, c'est éthylsulfure-dichloratone. C'est un remède qui a été fait avec l'hypérite, le gaz de combat allemand de la Première Guerre mondiale, qui donnait exactement les mêmes symptômes. Et on peut l'utiliser en quelle dilution ou bien en teinture? Alors, comme c'est extrêmement violent, 30 CH, ça me paraît très bien. Alors, ça marche très très bien, hein, j'en ai l'expérience, en particulier sur des asthmes graves, hein, ça libère la ventilation de façon assez extraordinaire. Alors, on a une autre question plus spécifique et qui est toute de saison, puisqu'on est dans la période des pollinoses, des allergies au pollen. Oui. Qu'il est utile de limiter la réaction inflammatoire des personnes très réactives ou pas, sachant qu'au cas où ces personnes soient infectées par le Covid-19, elles risqueraient de surréagir sans cela. Alors, c'est ce que je vous disais, l'organisme a du mal à faire face à deux choses à la fois. Donc, en fait, s'ils ont le Covid-19, la polynose va complètement disparaître dans le tableau. Donc, ils ne s'inquiètent pas de leur polynose. Alors, juste une petite question d'ordre technique. On nous demande si le blog, c'est médecineintégrée.com/coronavirus. Oui. Ça, c'est le lien direct vers les articles concernant le coronavirus, mais le site, c'est bien médecine-intégrée.com. Comme, voilà, Slash coronavirus. Voilà. Voilà, vous avez accès direct aux dernières publications sur le sujet de Dr Voilà. Henry. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails. Vous connaissez tous à peu près mon adresse mail, donc si vous avez des questions plus précises. Merci. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Dr Henry, beaucoup de retours positifs sur cette présentation. Eh ben, je vous en prie, et donc je pense que nous allons tous profiter pour mettre à jour notre courrier, lire les livres qu'on a repoussés depuis très longtemps. Et comme disait un de mes amis, il disait je plains tous les maris qui ont dit à leur femme un jour quand j'aurai le temps, je ferai ce que tu m'as demandé. Ça y est, il n'y a plus d'excuses. Docteur Henry, juste un petit point encore. On nous demande comment faire le prélèvement quand on est confiné. Et c'est vrai que c'est une question. Oui, ben oui, ben oui, c'est un problème. Faire le BNS. Alors, ben, il faut faire venir l'infirmière. Alors, quand on a des infirmières libérales qui sont un petit peu occupées et prises par les patients confinés et peut-être atteints, comment on peut... Écoutez, on s'arme de patience. Bon, les gens qui sont aux antivitamines K, hein, qui sont au Syntron, voilà, ces trucs-là, ils sont obligés tous les mois de faire une prise de sang. Donc, ça veut dire que les infirmières continuent à faire les prises de sang à domicile. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de raison. Vous leur demandez, bien sûr, il faudra fournir une ordonnance, mais on vous en fournira une. Hein. Et puis, vous ferez faire la prise de sang, vous laisserez décanter tranquillement, et puis vous enverrez le sérum à MyBiobox comme vous faites d'habitude. Il Oui. faut pas croire. C'est pas parce que vous êtes chez vous qu'il faut croire que la vie s'est arrêtée
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, chez MyBiobox, la vie continue, où on traite Voilà. les D'abord, sérums, où on on est traite là fidèle au poste. les Hein, bilans, tout est pris en charge. On voilà. continue à s'occuper de vous et à répondre à vos demandes, donc n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Alors, certaines se recoupent un petit peu. Je ne sais pas, docteur Henry, si vous avez un avis sur la question, mais c'est tout de même quelque chose qui est revenu assez souvent. On m'a contacté assez souvent à ce sujet. On m'a demandé le lien supposé entre la 5G et la propagation du coronavirus Alors, je pense, Covid-19. je pense qu'il n'y en a pas. Je- bon, ça fait partie des trucs qui circulent. Bon, ceci dit, je ne suis pas du tout favorable à la 5G. Je pense que c'est une erreur de développer la 5G avant qu'il y ait des études sérieuses qui aient été faites. Hein. Euh, si vous voulez, alors c'est le problème général des radiations. Hein. Là, une radiation, l'effet biologique d'une radiation est inversement proportionnel à sa distance. Hein, c'est-à-dire que plus l'émetteur est loin, moins il y a d'effets pervers. Alors, le grand problème de la 5G, c'est qu'on va émettre plus fort et on va émettre plus près. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y aura plus d'effets. Alors, bon, évidemment, quand vous mettez votre téléphone portable près de l'oreille, bon, vous émettez terriblement près. Donc, évidemment, il y a un élément de puissance de l'émission, mais il y a un élément de proximité, si vous voulez. Donc la 5G étant plus proche, étant plus puissante, ça c'est a priori plus perturbant. Alors, les études n'ont pas été faites, quoi. C'est-à-dire tout le monde s'est lancé là-dedans. Le gouvernement en tout premier, parce qu'ils ont vu le moyen de mettre des impôts sur la 5G comme ils en ont mis sur la 3 et la 4G, ils vont accroître l'imposition de toutes ces sociétés, toutes ces techniques-là, hein, soi-disant. Enfin, c'est rigolo, je suis tombé sur une interview d'un député qui racontait comment il avait été à une réunion où on lui avait vanté la 5G comme le nouvel Eldorado. Moi, je pense que c'est plutôt une catastrophe civilisationnelle, mais enfin bon, là aussi, c'est plus nous qui gouvernons, hein, c'est les multinationales, donc on a beaucoup de mal à faire revenir un peu de bon sens dans tout ça. Et une dernière question peut-être concernant les vaccinations en général et peut-être la vaccination à venir concernant le Covid-19. Est-ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Bien sûr, il peut être tout à fait soumis à cause. Quand on aura le vaccin, ben, c'est toujours pareil. Alors c'est le problème de la vaccination, c'est-à-dire il faut adapter la défense à la menace. C'est-à-dire que probablement on va dire dans 9 mois, dans 9 à 12 mois, on aura un, peut-être même deux. Là, actuellement, il y a 5 sociétés qui sont sur les rangs et qui ont dit nous, on a un vaccin. Voilà. Alors, c'est pas vrai, bien sûr, mais ils ont commencé les travaux. Il y en a certains depuis 2-3 ans, depuis le SRAS, ils travaillaient dessus. Donc, ils vont probablement d'ici, on va dire, 6 mois au minimum et 12 mois plus probablement, ils vont proposer un vaccin. Alors, il est probable aussi qu'à ce moment-là, il n'y ait quasiment plus rien. Donc, est-ce que ça vaut la peine de se faire vacciner ou pas? J'en sais rien. Parce qu'il faut adapter la menace à la défense à la menace. Donc, si vous habitez à Cotonou, au bord de la lagune, où il y a la fièvre jaune avec des moustiques gros comme mon pouce, vous vous faites vacciner contre la fièvre jaune. Si vous habitez plus tôt, ce n'est pas la peine. Donc, on verra à ce moment-là. Je vous répondrai à ce moment-là. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vous en prie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des plus grandes questions. En tout cas, si d'autres questions devaient émerger après coup, n'hésitez pas à nous les transmettre par email sur la boîte contact@mybiobox.com. Donc, on sera un plaisir de les transmettre à Dr Henry et de pouvoir vous répondre aussi vite que possible. Vous pourrez regarder à nouveau cette vidéo, ce webinaire sur notre chaîne MyBiobox TV que vous retrouverez sur YouTube. Et pour les personnes qui en ont formulé la demande tout à l'heure sur le chat, n'hésitez pas à me contacter directement. On pourra vous transmettre cette présentation pour que vous puissiez en prendre note plus simplement et prendre votre temps de la redécouvrir et la relire à nouveau. Voilà.
Donc, je me répète encore une fois, avec Dr Henri, Thomas et toute l'équipe de MyBiobox, on reste connecté, on reste à votre service pendant cette période de confinement un petit peu particulière pour tout le monde. Donc, prenez bien soin de vous. On continue les BNS, on est là, on travaille. Donc, on est tous ensemble et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. À très bientôt. Et juste une dernière note, on se retrouve sous peu, donc jeudi, pour un webinaire de présentation pour le grand public concernant les maladies infectieuses. Donc, si vous avez dans votre entourage des personnes intéressées qui ne seraient pas dans le milieu des médecines naturelles ou professionnelles, n'hésitez pas à leur transmettre cette information et le lien vers le webinaire. Et le 21 avril, si je ne me trompe pas, on a un nouveau webinaire sur la thyroïde avec Dr Henri. Donc, à très bientôt. Restez connectés. Merci à tous. Au revoir. Prenez soin de vous.